Aujourd'hui, on se pose la question de pourquoi la flèche du temps. Alors, il est possible que vous ne soyez pas super clair sur ce qu'est la flèche du temps, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais de toute façon, il faut être clair, il est absolument impossible de parler de la flèche du temps si on ne parle pas d'abord du cours du temps, et il est impossible de parler du cours du temps si on ne parle pas d'abord du temps lui-même. Alors, qu'est-ce que le temps? Discuter pourquoi le jour est le jour, la nuit, et le temps, ce serait perdre la nuit et le jour et le temps. Bouya! Alors avant d'expliquer précisément ce que c'est que le temps, je vais d'abord me permettre de citer, une fois n'est pas coutume, Aristote, qui a dit la chose suivante à propos du temps. Puisque le passé n'est plus, que le futur n'est pas encore, et que le présent est déjà fini dès qu'il a commencé, comment pourrait-il y avoir un être au temps? Très sincèrement, j'ai aucune vanne à faire là-dessus. Le vrai problème quand on veut définir ce qu'est le temps, c'est qu'il est absolument impossible, essayez, vous verrez, de définir le temps sans présupposer déjà l'idée du temps. Le temps, quand on veut le définir, on fait mécaniquement une définition tautologique qui parle d'elle-même. La plupart des définitions sur le temps tournent autour du fait que c'est le phénomène qui permet de constater des transformations, des changements, des mouvements, des modifications. Le problème, c'est que changement, transformation, mouvement, modification, ce sont des choses qu'on ne peut pas définir sans avoir déjà la notion du temps. Donc on ne va pas définir formellement ce que c'est que le temps, puisque c'est pas possible, mais dans la mesure où on sait tous de quoi il s'agit quand on parle du temps, on va simplement distinguer deux types de temps différents, le temps physique et le temps psychologique. Le temps est une dimension constituée d'une succession d'instants. C'est une idée qu'on en a assez classiquement dans la vie courante, il suffit de regarder les aiguilles d'une montre pour voir que c'est effectivement une succession d'instants fixes. Et pour les scientifiques, donc dans tout le domaine de la physique, c'est aussi une définition qui va, puisque ces instants, on peut les faire aussi courts qu'on veut et aussi proches qu'on veut. Exactement comme en mathématiques, les points d'une droite. À noter également, le fait qu'il s'agisse d'une seule dimension signifie notamment qu'un seul nombre suffit à définir parfaitement un temps. Sauf que ce nombre, on l'appelle la date. Le temps psychologique, en revanche, est un petit peu différent. Le temps psychologique, c'est la perception que chaque personne a du temps qui file, plus ou moins vite, selon qu'on est actif ou pas. Alors, ces deux définitions sont différentes pour plein d'aspects, mais se rejoignent quand même sur l'essentiel. Elles sont différentes pourquoi? Parce que dans le temps physique, le présent, c'est la frontière entre le passé et l'avenir. Mais c'est une frontière qui a une durée nulle. Alors que dans le temps psychologique, ce qui constitue le présent, c'est pas tout à fait le présent. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler classiquement le présent, c'est-à-dire cette même frontière entre le passé et l'avenir, mais avec quelques secondes dans le passé. Psychologiquement, le présent, c'est toujours quelques secondes du passé. C'est ce qui fait notamment quand on écoute un morceau de musique, on a la mélodie en tête. C'est-à-dire que quand on entend une note, on a encore la note d'avant en tête. Parce que sinon, si le présent c'était le présent physique, la 9e symphonie de Beethoven, pour tout le monde, ça donnerait ça. On perd un peu quand même. Pareil, ces deux définitions diffèrent aussi sur la fluidité du temps. Le temps physique, c'est un temps qui s'écoule régulièrement, une seconde après l'autre, alors que le temps psychologique, on sait très bien que quand on est très actif, le temps file, alors que quand on s'ennuie mortellement, le temps semble ralentir. Et en fait, c'est uniquement quand on s'ennuie vraiment, que le temps psychologique correspond au temps physique. C'est là qu'on compte les secondes. Le temps physique et le temps psychologique ont quand même un énorme point commun, qui est que le temps se déroule du passé vers l'avenir, et pas autrement. Ça, c'est ce qu'on appelle le cours du temps. Dès lors qu'on parle du temps comme d'une dimension, il faut comparer ça à un trait, qui n'est pas nécessairement rectiligne, genre là, mais c'est un trait qui peut être ouvert, donc avec deux extrémités, qu'on va appeler le passé et l'avenir, ou un trait qui va être fermé, comme une boucle, et qui va du coup peut avoir un sens, permettant de définir bien sûr ce qui est passé et ce qui est à venir, mais qui se reproduit, qui reboucle sur lui-même continuellement. Alors, le temps, cyclique ou pas? Pour répondre à cette question, il y a un principe en science qui a jusqu'à maintenant jamais été infirmé par quelque expérience que ce soit. Si on le considère un petit peu comme un axiome de la science. Ça s'appelle le principe de causalité. Alors le principe de causalité, qu'est-ce que ça dit? Ça dit deux choses. Ça dit d'abord que une cause
précède toujours ses effets. On ne peut pas voir les effets d'une cause avant que la cause ne soit produite. La deuxième chose que ça dit, c'est qu'un effet ne peut pas rétroagir sur sa cause. Raison pour laquelle il est a priori quand même théoriquement impossible de voyager dans le passé. Mais là, pour le coup, c'est vraiment l'objet d'une autre vidéo. Donc comme je l'ai dit, la causalité c'est quelque chose qui est toujours vrai en science. Du coup, en fait, le temps ne peut être que linéaire et pas cyclique. Parce que si le temps est cyclique, vous prenez un événement X qui va avoir un effet Y. Le fait est que cet effet peut, au final, avoir lui-même un effet sur X, qui est pourtant sa cause. Et donc ça viole complètement le principe de causalité. Donc le temps est linéaire. Il y a un passé qui peut être fini ou pas, un avenir qui peut être fini ou pas, et le sens du temps, c'est du passé vers l'avenir. Alors, soyons précis sur une chose. Le temps, on le représente souvent comme une ligne droite avec une flèche. Le temps a absolument pas besoin d'être une ligne droite, il a absolument pas besoin d'être régulier. Notamment en relativité générale, le temps n'est pas le même selon que vous soyez en mouvement, selon que vous soyez soumis à des forces gravitationnelles plus ou moins grandes, mais il s'écoule toujours dans le même sens. Et maintenant, ça pose une question. Ok donc, le temps, ok, le cours du temps, d'accord, avec un sens. Mais pourquoi il y a ce sens ? Alors la question ne tombe pas de nulle part. À l'échelle microscopique, par exemple, tous les phénomènes sont réversibles. Réversibles, ça veut dire qu'ils peuvent se produire dans un sens ou se produire dans l'autre sens. Réversible, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent remonter le temps. Il n'y a aucun phénomène à l'échelle microscopique qui ne peut se produire que dans un sens. Dans le cadre de la relativité, qu'elle soit restreinte ou générale, les phénomènes physiques restent également réversibles. Donc ils peuvent se produire dans un sens ou dans l'autre. Donc à un moment donné, il semble que tous les phénomènes physiques que régissent les lois de la nature sont réversibles. Donc il n'y a aucune raison particulière pour que le temps file dans un sens. Alors la raison est que j'ai pas été tout à fait honnête avec vous quand je vous dis que tous les phénomènes physiques sont réversibles. Il y a des phénomènes qui sont irréversibles. C'est les phénomènes qu'on peut expérimenter dans notre vie courante. Vous prenez un verre, vous le lâchez, il se brise par terre. C'est un phénomène qui, a priori, est irréversible. Et quand un phénomène physique qui se produit est irréversible, le temps a une flèche. La flèche du temps, c'est l'irréversibilité de certains phénomènes physiques. Au niveau macroscopique, il peut émerger quelque chose de différent qui n'existe pas au niveau microscopique. Et c'est exactement ça que pose la question de la flèche du temps. Comment est-ce qu'à un moment donné, à partir de nulle part, semble-t-il, va surgir une irréversibilité des phénomènes? Pour répondre à cette question, je vais faire appel à un accessoire. Un paquet de cartes. Il est parfaitement ordonné. On a toutes les cartes de pique, puis de cœur, puis de trait, puis de carreau, dans l'ordre. Si maintenant je prends ce paquet et que je le mélange, est-il possible que le paquet soit dans l'ordre? Alors la réalité, c'est qu'il est absolument impossible que le paquet soit dans l'ordre, sauf si on triche, parce que vous prenez dans ce paquet, il y a 52 cartes, il y a un seul mélange où le paquet va être ordonné. Tous les autres mélanges possibles vont être désordonnés. Et tous les mélanges possibles, c'est beaucoup. C'est beaucoup de mélanges. C'est 8 fois 10 puissance 67 mélanges. Ça veut dire c'est un 8 et 67 zéros derrière. Je me suis renseigné, ça a un nom. Ça s'appelle 80 unodéciliards. Je ne savais même pas que ça existait. Et ça, c'est que 52 cartes. La réalité de la vie courante est plus complexe encore. Dans un verre d'eau, l'eau, c'est des milliards de milliards de milliards de milliards de molécules. Et dans ces molécules, dans chacune de ces molécules, des atomes, et dans chacun de ces atomes, des particules, etc. Donc on est sur des combinaisons qui sont démentielles. Donc si vous prenez ce verre d'eau, que vous mettez dedans un glaçon, vous savez très bien ce qui va se passer. Le glaçon va fondre. Le glaçon qui va fondre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le glaçon va passer d'un état ordonné, qui est celui-ci. Ça voilà, vous avez des cristaux de glace. Alors les cristaux de glace, c'est magnifique, il y a des axes de symétrie partout, c'est bien rangé, c'est beau, c'est propre. Et en fondant, la glace va devenir de l'eau. Ce truc-là. Hydrogène, oxygène, hydrogène. Et ce truc-là va bouger dans tous les sens. Pas trop vite parce que sinon ça devient de la vapeur d'eau. Il va bouger, 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 bouger. Il y en a d'autres, on ne les voit pas parce que j'en ai qu'un, mais tout plein et ça va bouger dans tous les sens. Et la question que je repose est rigoureusement la même. Quelles sont
les probabilités pour que ces molécules d'eau s'arrangent pour reformer un cristaux de glace spontanément. C'est juste pas possible. Ce que nous disent les statistiques, c'est que ces molécules d'eau ne peuvent que se désorganiser et se désordonner. Et bien en science, on a quelque chose pour mesurer ça, ça s'appelle l'entropie. L'entropie, c'est ce qui permet de mesurer le degré de désordre d'un système de particules en thermodynamique. En thermodynamique, il y a des lois, et la deuxième loi de la thermodynamique, elle dit très précisément ce que j'ai dit, mais elle le dit mieux. Elle dit qu'un système de particules, quand on lui fout la paix, au mieux, il ne change pas, mais que s'il change, de toute façon, il ne peut que se désorganiser plus. Formellement, ce que dit cette loi, c'est que dans un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. Et donc cette loi, elle établit le fait que certains phénomènes sont irréversibles. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez une cuve de 2 litres, vide. Vous mettez dedans 1 litre d'eau chaude, et vous mettez 1 litre d'eau froide. Vous attendez. Au bout d'un moment, vous allez avoir 2 litres d'eau tiède. Il est absolument impossible que, spontanément, s'il n'y a aucune action sur cette bassine, vous finissiez par avoir d'un côté 1 litre d'eau chaude et d'un côté 1 litre d'eau froide. Ça n'est pas possible. C'est un phénomène irréversible, parce que le désordre ne peut qu'augmenter. L'entropie prouve l'existence de cette flèche du temps. Mais elle n'explique pas d'où vient cette flèche du temps. Donc quelque part, on a fait la moitié du chemin déjà. Au niveau microscopique, les équations restent réversibles. Donc il n'y a pas de flèche du temps. Et dans les deux cas, macroscopique et microscopique, il y a des détracteurs. Au niveau macroscopique, vous allez avoir des gens qui disent non, en fait, c'est parfaitement réversible, mais c'est juste tellement complexe qu'on n'est pas capable d'avoir une équation propre qui décrive parfaitement ce qui se passe et qui soit réversible. Mais si on avait une équation qui prenne en compte dans nos 2 litres de flotte chaque particule, etc., on pourrait constituer une équation qui serait réversible. Et peut-être ça a du sens. Mais de la même manière, au niveau microscopique, on peut dire que les équations, effectivement, semblent réversibles, mais que dès lors qu'on mesure ou qu'on observe les particules, on provoque une réduction des fonctions d'onde, on altère l'état des particules qu'on regarde, et de fait, on force un état. Ce qui, mécaniquement, ce qui induit une irréversibilité. Et cette irréversibilité, elle est peut-être due à l'observateur qui regarde, mais elle est peut-être également due à la décohérence. La décohérence, c'est une théorie qui explique comment on passe au niveau quantique de particules qui peuvent avoir plusieurs états, avec des probabilités d'être quelque part, avec une certaine vitesse, etc. Comment est-ce qu'on passe de cet état à un niveau plus large où les choses sont fixées? La décohérence, c'est une théorie qui explique ça, mais aujourd'hui, ça n'est qu'une théorie. Comme absolument tout ce qui touche à la mécanique quantique, il y a plein d'équations qui fonctionnent tout le temps, mais qui posent encore des problèmes. Et alors donc du coup, on a vu au niveau macroscopique, au niveau microscopique, on peut dire qu'il y a une flèche du temps ou on peut dire qu'il n'y a pas de flèche du temps. Du coup, flèche ou pas flèche? Alors, sachant que je ne parle pas de notre perception à nous. Évidemment que dans notre perception à nous, humains, on a bien cette notion que les choses vont mécaniquement du passé vers le futur, que c'est immuable, inaltérable et qu'on n'y peut rien. La question c'est en vrai, indépendamment de nous qui observons, est-ce qu'il y a une flèche du temps ou pas? Là, on va devoir faire intervenir un autre principe que le principe de causalité, mais qui est vachement lié au principe de causalité, et qui est un principe qui découle naturellement des équations du modèle standard. Donc d'abord, le modèle standard, c'est le modèle qu'on emploie aujourd'hui classiquement pour décrire tous les phénomènes de l'univers, de la mécanique quantique jusqu'aux lois de la gravitation au niveau de l'univers. Donc on va dire que c'est le modèle courant pour parler de l'univers. Donc c'est le modèle juste avant qu'on commence à rentrer dans la théorie des cordes et des supercordes et du système M et des choses comme ça. Hors de ça. Modèle standard. Dans ce modèle standard, tous les phénomènes physiques doivent respecter une symétrie dite CPT. C'est ce qu'on appelle le principe de l'invariance CPT. Ça va être un peu chaud, mais on va y arriver. CPT. Alors C, c'est pour conjugaison de charge. P, c'est pour parité. Et T, c'est pour temps. Ce que ça signifie, c'est que quand vous avez un phénomène physique quel qu'il soit, si vous faites une symétrie C, donc une symétrie de charge, ça veut dire que vous transformez toutes les particules de matière qui ont joué dans ce phénomène en les mêmes particules mais d'antimatière. Et si c'est de l'antimatière, en matière. C'est-à-dire que
toute matière devient antimatière et toute antimatière devient matière. Je ne vais pas parler maintenant de ce que c'est que l'antimatière. J'en parlerai, mais pas maintenant. Si ensuite, ce phénomène physique auquel vous avez appliqué la symétrie C, vous lui faites appliquer la symétrie P, de parité. Ça, c'est la symétrie miroir, c'est-à-dire que la gauche devient la droite. Vous renversez simplement le phénomène. Et si vous faites maintenant, vous appliquez la symétrie T, c'est-à-dire que le temps, vous l'inversez, alors il faut être super clair. Quand je dis vous inversez le temps, ça ne veut pas dire que vous remontez de l'avenir vers le passé. Ça veut simplement dire que le phénomène physique va se dérouler normalement dans le temps, mais à l'envers. Donc si vous aviez un objet qui allait de haut en bas, en 2 secondes, il ira de bas en haut en 2 secondes. Il ne remonte pas le temps. Donc quand vous faites subir ces 3 transformations à n'importe quel phénomène physique, le phénomène que vous obtenez est un phénomène physique qui respecte les lois de la physique et qui est symétrique du premier phénomène physique. Donc ça, c'est le principe d'invariance CPT, qui doit tout le temps être respecté dans le modèle standard. S'il n'est pas respecté, c'est soit que le modèle standard est faux, soit que le principe de causalité, parce que c'est vachement lié au principe de causalité, soit que le principe de causalité n'est pas respecté. Le principe de causalité qui n'est pas respecté, ce n'est pas possible. Par principe. Alors, il existe des cas où une de ces transformations semble violer le principe d'invariance CPT. Mais il y a une autre de ces transformations qui va toujours, à coup sûr, violer également ce principe et compenser la différence, ce qui fait que le résultat global sera bien symétrique et respectera bien ce principe. Il y a des cas donc, de désintégration de particules avec rayonnement bêta, où en fait, quand on applique les transformations, ces transformations ne respectent pas P. Mais elles ne respectent pas non plus C, et les deux se compensent, donc ça va. Mais dans tous les cas, T, parfaitement symétrique, aucun problème. Jusqu'au caron. Alors, il y a une particule étrange qui s'appelle le caron neutre. Il y a eu une expérience en 1964 qui a un peu troublé le monde scientifique. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que quand on faisait un paquet de trucs avec ce caron neutre, la double transformation CP ne respecte pas la symétrie CPT. Et donc ce que ça veut dire, c'est que pour que ce principe d'invariance CPT soit respecté, il faut que T compense. Et si T doit compenser, ça veut dire que T doit aussi violer ce système et que T n'est plus symétrique. Et donc ce qu'on a pu démontrer avec des expériences par la suite, c'est qu'un caron neutre, quand il se déplace, il va se transformer en antimatière, donc en anti-caron neutre, et ensuite il va se retransformer en caron neutre, etc., etc. Mais le passage de caron à anti-caron se fait plus lentement, un petit peu plus lentement, que le passage d'anti-caron à caron. Et donc effectivement, on a T qui n'est pas parfaitement symétrique et qui compense l'asymétrie qu'on avait au niveau de CP. Donc le principe d'invariance CPT est parfaitement respecté. Mais là, on a la preuve d'un phénomène où T n'est pas symétrique. De plus, ce que montre cette expérience, c'est qu'à un instant donné, il y a normalement plus de carons neutres que d'anti-carons neutres. Et a priori, je dis a priori parce que là on est vraiment dans quelque chose de très pointu qui demande sans doute encore quelques vérifications, cette asymétrie qu'on trouve notamment avec les carons mais peut-être aussi avec d'autres particules, suffit à expliquer la matière présente dans l'univers et le fait que les lois qui régissent la matière favorisent la présence d'une flèche du temps. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Aujourd'hui, c'était un épisode qui était, vous l'avez constaté, beaucoup plus complexe que d'habitude, hein, c'était un peu chaud. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est une expérience que je fais, hein, voilà, donc n'hésitez pas à commenter et à indiquer si pour vous c'est mieux, si c'est trop dur, si c'est pas assez clair. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, que je sache si à l'avenir je peux, en plus des vidéos que je fais d'habitude, commencer à rentrer dans des sujets vraiment qui sont un peu plus pointus et qui touchent à des choses vraiment qui peuvent être très très fondamentales. Et on a dit, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.